Bienvenue dans ce nouveau numéro de 7 à la une. Vous le savez désormais, votre hebdo préféré est à retrouver tous les mardis dans plus de 700 points de dépôt de la Vienne. Si vous ne l'avez pas encore lu, pas de souci, on vous le présente et on retrouve juste après notre invité. Nous consacrons notre info de la semaine à un rendez-vous qui peut sembler lointain et pourtant. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se préparent dès à présent, pour les athlètes et leur staff évidemment, mais aussi pour les centres de préparation. La Vienne en compte deux, l'Arena Futuroscope et le Krebs. Cyclisme sur route, rugby à 7, tennis, basket 3x3, natation, volley, hand. Au total, ce sont 19 disciplines sportives dans lesquelles la Vienne pourrait accueillir des délégations. Dès à présent, chaque centre a à cœur de mettre en avant ses atouts. Le conseil départemental, le potentiel de l'Arena Futuroscope, le Krebs, ses récents travaux de modernisation et d'équipement, et Grand Poitiers, sa capacité à orchestrer des événements internationaux comme le Women's Series de basket 3x3. Bref, ça s'agite en coulisses. Au menu de ce numéro 550 également, la situation de l'hôtellerie-restauration. Particulièrement touché depuis 2 ans par la crise sanitaire, le secteur subit actuellement un effet indirect du télétravail. Pour certains, le travail à domicile est une solution. Dans l'hôtellerie-restauration, non seulement il n'est pas envisageable, mais il plombe l'activité, que ce soit dans les centres-villes ou sur des zones comme la technopole du Futuroscope, qui abrite entreprises et salariés. Alors certes, l'État a réactivé ses aides, mais le secteur attend surtout un retour des clients, dès demain si possible, avec la fin des 3 jours de télétravail obligatoire. Autre secteur en tension, l'automobile. Nous lui consacrons cette semaine un dossier complet où il est question de la conjoncture, bien sûr, mais aussi d'initiatives positives, comme celle menée à Mont-sur-Gaine et Lattus-Saint-Rémy. Le point commun entre ces deux communes opposées géographiquement, elles ont mis la main au porte-monnaie pour favoriser l'installation d'une station essence sur leur territoire. Une façon originale de lutter contre les inégalités de services entre ville et campagne et une idée qui pourrait séduire d'autres communes. La décision de cette commune-là, elle, ne fait pas l'unanimité. Le conseil municipal de Châtellerault s'est clairement positionné jeudi dernier pour le maintien de la semaine de 4 jours et demi dans les écoles élémentaires de la ville, avec quelques aménagements horaires, notamment le vendredi après-midi. Ce jour-là, la cloche de l'école pourrait sonner dès 15h pour laisser la place à des activités culturelles et sportives gratuites. Tout semblerait pour le mieux dans le meilleur des mondes si les conseils d'école, dès 2020, ne s'étaient pas positionnés en faveur de la semaine de 4 jours. Un choix réaffirmé en décembre dernier, d'où la colère du syndicat d'enseignants SNUDI-FO qui crie à la trahison de la municipalité et qui appelle à la mobilisation jeudi à midi devant la mairie de Châtellerault. La décision finale reviendra à l'Éducation nationale. Accueillons désormais notre invité de la semaine, Johan Allemand. Dans la Vienne, il a été le fondateur d'une antenne du refuge, une association qui vient en aide aux jeunes rejetés du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle. À l'échelle nationale, il est celui qui a accompagné devant la justice et qui accompagne toujours les plaintes de jeunes contre les anciens présidents et directeurs du même refuge. Nicolas Noguier a été mis en examen fin janvier pour vol et agression sexuelle. Frédéric Gall pour 2 faits de harcèlement sexuel. Bonjour Johan Allemand, merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous avez en effet créé une antenne du refuge dans la Vienne en mars 2019. 1 an et demi plus tard, en septembre 2020, vous avez brûlé votre t-shirt en signe de protestation. Vous aviez mis ça sur les réseaux sociaux de façon symbolique. Que s'est-il passé entre ces 2 dates ? Alors je tiens juste à rectifier, j'ai pas brûlé le t-shirt, mais je l'ai mis dans la poubelle. Oui, dans la poubelle. Mais bon, c'est pareil. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est en fait, moi j'étais correspondant relais, donc j'étais président de l'antenne sur Poitiers et dans le département. Et en fait, on a constaté qu'il y avait des choses effectivement qui n'allaient pas forcément. Notamment, par exemple, quand on devait remplir des dossiers de subvention qui faisaient parfois 30 pages, c'était difficile et on n'avait aucun soutien du national et du siège. Nous, on n'avait pas encore la capacité d'héberger les jeunes, donc il y a des délégations qui, elles, pouvaient le faire du refuge, et donc on envoyait les jeunes, et souvent ils revenaient au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, après avoir été mis à la porte de la fondation, et du coup ça nous a fait tiqueter, et un jour, en fait, pour moi c'était trop, et en fait c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et j'ai dit stop, et puis j'ai posté en fait symboliquement en fait sur les réseaux sociaux en démissionnant le t-shirt dans la poubelle. D'accord. Et que s'est-il passé après ? Parce que là maintenant vous avez fondé une association aussi qui vient en aide donc aux anciens jeunes, c'est le terme. Ce qui s'est passé en fait, c'est que je m'attendais pas du tout à ce que ça fasse du buzz et que ce soit beaucoup relayé, notamment sur Twitter. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à recevoir beaucoup de témoignages pour des faits extrêmement graves. Et à ce moment-là, il y avait 2 journalistes, David Perrotin et Yoann Tanguy de Mediapart,
qui enquêtaient, qui n'avaient pas grand-chose. Donc je leur ai fourni les témoignages avec l'accord des personnes victimes. Et du coup, ils ont publié une enquête qui est parue en janvier 2020 et qui a été beaucoup relayée dans les médias et qui nous a permis, en tout cas à nous, de nous exprimer et de faire connaître notre histoire. Alors vous êtes exprimé, vous exprimez toujours, de plus en plus en ce moment, vous écumez un petit peu les rédactions. Qu'est-ce que vous attendez de cette médiatisation et de cette diffusion de cette affaire en fait? Bien sûr, en fait, suite à l'article de Mediapart, il y a eu un audit qui a été fait, un audit interne qui a été fait dans la Fondation Le Refuge, qui a été qui a publié de graves défaillances. Et suite à ça, du coup, on a réussi à mettre à l'écart de la Fondation Le Refuge l'ancien président et l'ancien directeur. Et suite à ça, moi, j'ai créé l'association ADA, justement pour permettre aux victimes de s'exprimer, de faire connaître leur histoire, d'engager des poursuites judiciaires. Donc, nous, on leur offre les frais d'avocat, on leur offre les frais liés, par exemple, s'ils doivent se déplacer parce que l'enquête judiciaire, elle se passe à Montpellier. Donc on leur offre aussi cet appui financier pour qu'ils puissent déposer plainte et que justice soit faite. On en est où justement des plaintes et des témoignages? Là, du coup, effectivement, l'ancien directeur et l'ancien président ont été mis en examen il y a quelques jours. Donc pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est à peu près une vingtaine de plaintes pour des faits quand même assez graves, notamment agression sexuelle, viol, harcèlement moral, harcèlement sexuel, travail dissimulé, et harcèlement moral. Enfin, je ne sais pas si je l'ai dit, mais voilà, c'est des faits graves. Pour l'instant, nous, on est en attente de la justice. Donc, en tout cas, notre avocat nous tient au courant. On n'a pas encore accès au dossier, mais ça va venir. Mais depuis, effectivement, les apparitions des médias, le but, c'est de libérer la parole encore plus. Et pour l'instant, ça fonctionne, puisque nous recevons encore des témoignages. Donc, pour l'instant, on est en attente de justice. On espère en tout cas que justice sera faite. Et dans chacune de vos communications, vous insistez bien sur le fait que vous attaquez l'ancien président et l'ancien directeur, mais pas le refuge en tant qu'association. Pourquoi? Quelle est l'importance de cette association encore pour vous? L'importance de cette association, c'est qu'elle est fondamentale, nécessaire et très importante. Malgré, même en 2022, il y a des centaines de jeunes qui tous les jours, malheureusement, se retrouvent, jeunes LGBT, qui tous les jours, malheureusement, se retrouvent à la rue, jetés par les parents, jetés par la famille et exclus du domicile familial. Et ce travail doit continuer. Nous, on n'est pas là pour attaquer le refuge. Aujourd'hui, les deux anciens dirigeants ne sont plus à la Fondation Le Refuge. Donc aujourd'hui, évidemment, on veille, on est attentif sur le travail de la Fondation Le Refuge, parce que c'est important. Mais, vous travaillez avec eux aussi, pardon? Travailler avec eux, non, parce qu'on n'a pas trop le droit, mais en tout cas, on surveille et on jette un œil, on est très attentif en tout cas, et on a leur soutien aussi. Et ça, c'est vachement important, le soutien des victimes de la part de la Fondation. Alors vous aviez créé cette antenne du refuge qui a disparu avec votre démission. Est-ce que vous avez d'autres projets sur Poitiers, justement pour les jeunes LGBT qui seraient rejetés comme ça de leur environnement? Beaucoup sur Poitiers savent que c'est une cause qui me tient à cœur parce que moi-même je l'ai vécu. Pour l'instant, j'ai pas spécialement de projet parce que l'affaire me prend énormément de temps. Là, je pars sur Montpellier lundi prochain, mais bon, effectivement, si un jour je peux revenir avec une nouvelle fondation saine, safe et professionnelle pour accompagner les jeunes, parce que je sais qu'on a eu beaucoup de coups de téléphone à l'époque, de jeunes qui se retrouvaient malheureusement à la rue, même dans notre département. Et avec plaisir, bien sûr, c'est le combat de ma vie aussi. Donc. Oui, parce que vous dites le combat de votre vie, mais en effet, vous aviez un emploi, vous l'avez perdu au moment où vous êtes parti d'ici, de Poitiers, et là, vous êtes toujours, vous êtes totalement consacré à cette cause actuellement. Vous n'avez... Non, effectivement, en fait, depuis le début de l'affaire, ça a été compliqué pour moi, parce qu'il faut savoir que j'ai subi des menaces de mort, j'ai déposé plainte, j'ai subi des attaques, j'ai subi des insultes sur les réseaux sociaux. Donc ça a été très dur. Il faut savoir que ces personnes sont les personnes qui sont accusées sont des personnes puissantes et influentes. Bon, ça vient pas d'eux directement, mais en tout cas, j'ai déposé plainte et j'ai dû me consacrer à cette affaire parce que c'était plus possible de tenir, même psychologiquement, c'était dur au début.
Mais effectivement, j'ai quitté mon emploi, j'avais un poste de cadre, donc j'étais plutôt dans une bonne situation. Mais maintenant, j'ai quitté mon emploi pour me consacrer parce que c'est nécessaire. Et c'est très important de se consacrer à cette affaire parce que malheureusement, je pense que ce n'est que le début. Oui. Merci beaucoup pour toutes Je ces vous en prie. précisions. Quant à nous, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle édition de 7 à la 1. En attendant, n'oubliez pas de multiplier les sources d'information, en commençant par le 7 bien sûr. Bonne lecture et bonnes semaines à toutes et tous.